Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien installés? Oui. Bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Même si je parle comme ça plus doucement? Oui. Oui. Écoutez, voilà, je m'appelle Christophe. Dans ma trajectoire, il y a beaucoup de rouge et de noir. Il y a pas mal de souliers à talons hauts. Il y a des pantalons à pinces, des chapeaux. Il y a des costumes croisés. Il y a des ambiances où les femmes et les hommes se rencontrent, se mettent en avant et travaillent leurs signes de virilité, de masculinité et de féminité. Je suis tout simplement danseur de tango. Et comme personne n'est parfait, je suis aussi sociologue. Alors on dit sociologue de la culture. Sociologue de la culture, c'est ceux qui travaillent sur les pratiques culturelles, comme le tango. Et de fait, j'ai beaucoup travaillé dans mes travaux, j'ai fait pas mal de recherches sur ma pratique sur le tango, puis aussi plus largement sur toutes ces danses qui se pratiquent au bal. Le bal d'aujourd'hui, et j'ai travaillé sur les sociabilités du bal. La manière dont les gens, ce que le bal fait aux gens, la manière dont ce que ça occupe comme place dans leur vie, comment ils se rencontrent au bal, les styles de danse, la manière dont les gens s'invitent, les jalousies, les rivalités. Voilà. Et le bal, c'est très simplement, on le définit comme ça, c'est une assemblée de personnes qui dansent. Alors, je travaille sur le bal d'aujourd'hui, vous voyez, les balles où il y a un DJ, qui envoie la musique, ou des orchestres. Ça va de la rave party, du concert un peu punk animé où les gens dansent le pogo, au thé dansant, ou baltrame, folk. Et donc quantité de danse que certains d'entre vous connaissent, hein, la bourrée, la mazurka chamallow, la java, le foxtrot, la vindiop, la salsa et le tombeau, et bien d'autres. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du ridicule de la situation, c'est-à-dire que lorsque je me retrouve dans un colloque universitaire avec des collègues chercheurs, d'une certaine manière, comme moi, mais chercheurs dans l'institution, dans les colloques, il y a toujours le moment un peu rituel de la cantine. On se retrouve, on prend sa barquette, et donc face à moi, si c'est une femme, elle a pris du céleri rémoulade, et puis bon, il se trouve que moi je comprends aussi, j'aime bien le céleri, et donc on se retrouve tous les deux avec une barquette de céleri, et puis la dame me regarde, elle est chercheuse au CNRS, mettons, et puis elle me dit, et vous, cher monsieur, sur quoi travaillez-vous? Moi je dis, je suis sociologue et je travaille sur la danse. Elle me dit, ah oui, c'est très très intéressant. J'ai ma filleule justement qui est à Bruxelles, et qui est inscrite dans l'école de Anna-Theresa de Keersmaeker. Anna-Theresa de Keersmaeker, c'est une chorégraphe très prestigieuse, qui est belge, qui a un nom à particules, qui n'est pas issue de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui est issue d'une petite bourgeoisie un peu plus élevée, et qui a une école très très renommée en Europe et dans le monde. Alors je lui dis non, pas du tout. Puis je commence mon céleri. Là, je ne travaille pas sur la danse contemporaine. Elle me dit, ah bon, déjà je sens le trouble de s'installer. Je dis non, moi je travaille sur les danses de bal. Elle me dit, ah oui, bal, le petit bal des années 50 avec les lampions sur la place. Quand je vais en Dordogne, c'était le petit bal, elle parle au passé tout de suite. Le petit bal où les gens se rencontraient, les gens se mélangeaient. On dansait le passo. Alors je lui dis, tu viens le céleri? Non, c'est pas tout à fait ça. Je travaille sur le bal d'aujourd'hui. Par exemple, sur les soirées salsa, le bal tango, les thés dansants d'après-midi. Il y a des gens qui vont de 75 à 110 ans. Alors, elle aussi, elle repique dans le céleri parce que tout de suite, le trouble grandit. Et elle me dit, ah oui, c'est très intéressant. Puis là, en général, la discussion s'arrête. Parce que être sociologue, dans le monde des sciences sociales, quand on est sociologue des religions, sociologue de l'éducation, sociologue qui travaille sur la délinquance, sociologue
travaillent sur la jeunesse, sociologues qui travaillent sur, vous voyez, que sais-je, moi, des choses comme ça un peu sérieuses, un peu graves, un peu importantes. Bon, là, vous avez une certaine légitimité. Mais un sociologue qui travaille sur les danses de bal, ouais, il y a un truc qui cloche. Ça marche pas très bien. Et alors, ça cloche d'autant plus que, en réalité, je me suis mis à travailler sur un objet, donc on appelle ça des objets illégitimes. Ce n'est pas très légitime. Je me suis mis à travailler sur un objet, mais vraiment illégitime d'illégitime. Pour une raison un peu grégaire, un peu bête, il y a plein de journalistes qui m'appelaient, qui me disaient alors, Monsieur Christophe, parlez-nous du slow. Alors je suis devenu slowciologue. J'en disais, mais vous savez, moi j'y connais rien en slow. J'ai travaillé sur les danses de couple, j'ai travaillé sur le bal, j'ai travaillé sur plein de trucs, mais le tango bien sûr, mais le slow, j'y connais vraiment rien. Alors puis ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, je vais aller chercher un peu ce qui s'est fait sur le slow. C'est le premier boulot, hein, on va voir la bibliographie. Niet, rien. Il n'y a rien sur le slow en France. Je vais voir dans le monde anglo-saxon un peu, hein, parce que les anglo-saxons travaillaient sur ces objets-là souvent plus que nous, rien. Alors je me dis quand même, vous voyez ce que c'est que le slow. C'est complètement illégitime, mais tout le monde connaît. Alors bon, je travaille sur le slow, comme j'ai écrit quelques bouquins, je me dis, je vais faire un petit bouquin sur le slow. Je fais un manuscrit, puis je démarche les éditeurs. Et là, c'est râteau sur râteau, comme au slow. C'est vraiment le big total. Les éditeurs me disent, ils sont honnêtes, hein. Alors, pourriez-vous dire, oui, mais peut-être Christophe, ton bouquin, il ne tient pas la route, quoi. Ça tient, c'est gentil, un truc sur le slow, mais ça. Et j'ai quand même fait le dire à des collègues qui ont un œil un peu critique, un peu dur. Ils m'ont dit, ouais, c'est super, c'est chouette, on se marre et tout. Puis le slow, c'est un sacré truc. Alors bon, je me dis, bon, le manuscrit, il n'est pas complètement naze. Alors les éditeurs me répondent, il y en a un qui me dit, les éditions La Tribu, spécialisées avec une collection spécialisée en danse, me dit que c'est un livre trop grand public. Alors, quand vous connaissez la crise de l'édition en France, vous dites, bah oui, les livres, beaucoup se vendent, c'est un problème. Et un autre, les presses du réel ont une collection qui s'appelle Danse et art de la scène. Alors ils me refusent, pareil, monsieur, votre manuscrit très bien. Alors je leur réponds, je leur dis, mais attendez, danse et art de la scène, je dis, mais c'est le slow quand même. Alors je sais bien que c'est pas un art, c'est pas non, mais c'est la danse. Mais disent, oui, mais ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale de notre collection. La ligne éditoriale, c'est la danse et les arts de la scène. Alors déjà, il y a une confusion qui s'installe parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui prime dans cette collection? Est-ce que c'est la danse ou les arts de la scène? Alors, c'est évident que le slow n'est pas un art de la scène. Et c'est à partir de ce malaise un peu anecdotique autour du slow que en fait remonte en moi une espèce de colère un peu sourde qui couvait depuis longtemps. Parce que soudainement me tombe quelque chose dessus que je pressentais qui vient me faire prendre conscience que le monde des danses est fragmenté en deux parties. Il y a d'un côté la danse, l'art de la scène. Donc, la scène des théâtres, les beaux théâtres, les grands théâtres, pas les petites salles de la MJC, pas les salles de Maison pour tous, les grands théâtres prestigieux. En France, on en a quelques-uns, le Théâtre de la Ville à Paris, la Maison d'Avance à Lyon, et puis tout le réseau des scènes nationales. Vous avez des très très belles salles, immenses, scène nationale de Béziers par exemple. Ces théâtres avec des grandes jauges, de 1000 places, avec des plateaux qui font 20 mètres de large. Et dans cette danse contemporaine, elle est l'objet d'une attention toute particulière, elle est très médiatisée, elle est très valorisée, elle est survalorisée, elle est financée. Il y a beaucoup d'attention qui lui est apportée. Elle est l'objet aussi de plein de filières professionnelles. Vous voyez, on peut faire carrière en danse contemporaine. Alors que dans les danses populaires, les danses de bal, mettons la salsa, imaginez, faites une petite enquête autour de vous, c'est très simple, hein, dans un dîner mondain, vous dites alors, et toi, ta fille ou ton garçon, il a quel âge? Il a 6 ans, le petit, ou il a 8 ans, 14 ans, peu importe.
Il dit alors, il fera quoi plus tard? Tu penses qu'il pourra devenir danseur de salsa? Pire, danseur de country. Par contre, si vous évoquez l'école de Kersmaker à Bruxelles, alors là tout de suite, ah oui, ça c'est intéressant. Alors pour les garçons, ça fera toujours un peu, mais pour les filles, c'est une évidence. L'évidence, ça forme le plus beau danseur de la planète, donc tout de suite c'est prestigieux. Oui. Donc, il y a ce malaise, et voilà, il vient de là. Alors, ce milieu des danses contemporaines, c'est un tout petit milieu en France, hein, quantitativement, c'est 5000 danseurs professionnels, recensés en 2003. Aujourd'hui, avec la croissance des intermittents puis des permanents, il y en a peut-être 5500, 6000 à tout casser. Et puis ici, dans les danses populaires, ben, on ne fait pas carrière, c'est pas prestigieux. Ici, on a des répertoires, on a des œuvres, on a de l'art, on a de la création artistique. On a quelque chose de noble dans notre culture. Ici, on a quelque chose qui relève de la culture avec un grand C, un grand cul. Il faut imaginer un beau fauteuil club, confortable. Ici, on a une chaise de MJC et le fait est que dans les balles, c'est toujours des salles un peu pourries en carrelage, vous voyez, des salles où les danseurs professionnels n'arrêtent pas de s'abîmer, les cartilages, les articulations, etc. Ces danses-là, elles représentent par contre énormément de gens quantitativement. Alors c'est intéressant parce qu'on n'a pas de sondage, on n'a pas d'enquête quantitative, mais quand on regroupe plusieurs enquêtes, on tombe sur 1,5 million à 3 millions de personnes qui chaque semaine dansent. À tout moment de la journée. C'est aussi important que les pratiquants de football inscrits dans la fédération. Vous voyez, c'est quantitativement, c'est très très important. C'est un peu invisible. Voilà, c'est cette colère ce soir que je voudrais partager avec vous. Ce truc qui m'a abandonné, m'a pris là, a éclaté avec une petite histoire de slow, qui vient de très très loin. Et alors une colère par rapport à deux choses. Bon, la première, elle est assez basique, surtout pour nous sociologues, je vois un confrère dans la salle, c'est le fait que on peut classer les pratiques de danse donc, sur une échelle verticale. En haut, il y a les pratiques légitimes, puis en bas, il y a les pratiques illégitimes. En haut, il y a la danse contemporaine, qui est valorisée, qui est magnifique, qui fait rêver, qui, moi, m'a fait rêver, me fait encore rêver, d'ailleurs, certaines d'entre elles, certains chorégraphes. Et puis en bas, vous avez les danses des gens de peu, les danses populaires. Les danses dont on ne parle pas, les danses qui ne sont pas nobles, qui n'appartiennent pas à la culture. Alors, et c'est un paradoxe, elles appartiennent à la culture, ce qu'on appelle nous la culture anthropologique. Elles appartiennent à la culture. Donc, il y a cette échelle verticale, ce classement, mais bon, bah ça, pourquoi pas, hein, on trouve ça dans plein de pratiques. Mais, c'est la deuxième chose qui à un moment donné, a accru ma colère, c'est le fait que, en creusant un peu cet objet de danse contemporaine, cette dévalorisation permanente, je me suis rendu compte que la danse contemporaine apparaissait à une époque bien particulière en France. Elle apparaît dans les années 80. Elle est dénommée à l'époque la nouvelle danse française. Et les années 80, c'est par hasard. Cette apparition n'est pas comme ça, hasardeuse, elle ne vient pas de nulle part. Elle relève d'une politique culturelle volontariste dans les années 80, impulsée par Jack Lang. Et dans cette politique culturelle volontariste, au même moment, dans les années 80, émerge quelque chose d'extraordinaire sur lequel nous vivons encore aujourd'hui, c'est l'hypercapitalisme, c'est le régime néolibéral. Et voilà, ce que je voudrais partager avec vous, c'est cette idée que la danse contemporaine, c'est une espèce de sous-marin néolibéral qui infeste nos jugements esthétiques, nos vies, notre regard sur la danse. Bon, on va y aller doucement parce que le sociologue. Le paradoxe, c'est que moi-même, j'ai jamais réussi à danser le slow jeune. Un peu certains, beaucoup d'entre nous sont dans ce cas-là. Hein. Moi, quand j'avais 18-20 ans, j'allais aux soirées dans Boom, avec des copains, des copines, avec la langue qui pendait. Et je m'asseyais comme ça, puis je restais assis toute la soirée, puis je voyais les copains, les copines s'éclater. Alors, ils dansaient pas que le slow, mais des rocs, des machins, des jerks. Je restais assis, puis revenait le moment du slow, puis je restais toujours assis.
Et donc, lorsque je deviens étudiant, je rentre à l'université de Nanterre, dans l'ouest de Paris, derrière la Défense. Je m'inscris en géographie, et là, mon premier réflexe, c'est les TD, les machins, c'était sympa, mais c'est d'aller au centre sportif, qui est au centre du campus, où il y a une grande piscine olympique, puis à côté de la piscine olympique, il y a un studio de danse. La piscine olympique, c'est celle, pour mémoire, hein, à Nanterre, c'est là qu'ont commencé à émerger les premières révoltes étudiantes. Pour une histoire un peu liée au bal, en fait. Hein, les filles disaient, ouais, on va aller dans le dortoir des garçons, puis les garçons disaient, on aimerait bien aller dans le dortoir des filles. Et donc, c'était interdit par la morale de l'époque, et puis ça faisait friction. Et donc, quand cette nouvelle université est inaugurée, il y a le ministre d'époque de la Jeunesse et des Sports qui vient, et puis qui inaugure la piscine olympique. Et puis il y a Daniel Cohn-Bendit, qui est étudiant à Nanterre, qui l'interpelle, qui dit « Monsieur le ministre, c'est insupportable, les gonzesses sont là, nous on est là, on ne peut pas circuler, c'est pas possible. » Le ministre lui dit « Monsieur Cohn-Bendit, si vous avez chaud au cul, allez vous rafraîchir dans la piscine. » Moi, je voulais me rafraîchir dans la salle de danse, juste à côté. Magnifique studio. J'ai 20 ans, c'est en 83. J'arrive en septembre, au moment des inscriptions. On est 6 garçons, il y a 50 filles. Les garçons se regardent un peu, on baisse le regard devant les 50 filles. Et puis commencent les premiers cours, les cours de danse contemporaine, vous êtes au fond, puis vous passez, comme on est nombreux, au début vous passez par 6, 8, c'est un grand studio. Et puis il faut passer, faire des trucs très, très, très basiques, un peu vous voyez, on fait un pas de côté par exemple, puis on met le bras là, puis on pointe, vous voyez, des trucs très simples. Vous, pack, vous voyez. Moi il me faut 6 mois pour comprendre. Hier, je regardais Delphine qui faisait des trucs comme ça, des petits machins comme ça, qui jerquaient comme ça entre deux pas entre la cuisine et le couloir. Bah, moi, pour faire ça, il m'a fallu 9 mois. Les oppositions. Donc, dans un cours de débutant, on apprend ça, mais surtout, toutes les filles savent faire ça, elles savent jerquer, machin. Alors, elles sont super bien habillées. Elles ont le petit jogging qu'il faut, les jambières, elles ont le petit machin chouchou dans les cheveux, elles se tirent les cheveux en arrivant, elles dégagent bien un peu la vie. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles ont les chaussettes de tennis blanches, il faut les maquiller. Et moi, j'ai grandi en banlieue, un peu plus loin de Nanterre, à 30 km de Paris, dans une ville qui n'est ni la ville ni la campagne, un truc éloigné de Paris, en RER, il n'y avait pas de RER. C'était loin de Paris, donc je grandis dans ce milieu avec des parents, mon père ingénieur, ma mère secrétaire médicale. C'est la petite bourgeoisie, pas intellectuelle, mais qui ascendante dans les années 60, vous voyez, qui profite de l'ascension sociale des 30 ravageuses, des 30 glorieuses, mais qui est complètement éloignée, disent les opérateurs culturels, de la culture, complètement coupée de toutes les pratiques culturelles. Le seul spectacle qu'on va fréquenter, c'est Holiday on Ice. Vous voyez, le truc. Mais sinon, je fréquente aucun musée, j'ai aucune éducation en art plastique, aucune éducation en théâtre, aucune éducation en musique, aucune éducation en littérature, aucune éducation en mime, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est un petit milieu, petit bourgeois, la petite bourgeoisie de Barthes, hein, des années 70, avec, dans le salon, il faut mettre les patins pour aller sur le parquet. Donc quand je me pointe dans le studio, je ne sais pas comment m'habiller. Au début, j'arrive en short, et puis je me rends compte vite qu'il faut mettre des chaussettes, parce que tout le monde a des chaussettes, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ce trouble est terrible, parce que c'est un trouble à la fois qui vient du milieu social, puis le fait d'être un garçon, d'être coupé de cette culture de la danse qui est plus féminine. Et alors j'essaie de m'adapter, j'essaie d'acheter le pantalon, le jogging, machin, puis on est deux, au bout des 3 mois, on n'est plus 6 garçons, on est 2 garçons, puis il y a 30 filles. Et puis avec mon copain Antoine, on se dit, il faut prendre les choses en main, on n'est plus que 2, c'est nous qui sommes restés, les autres, et donc on s'entraîne, machin. Et donc moi je vais m'acheter, et nous allons nous acheter un peu séparément un juste corps. Parce qu'on vient de la danse classique des années 70, on est début des années 80, et à l'époque, les danseurs de Béjart, ça, vous voyez, la seule concession à la modernité, c'est qu'ils sont en jean, ils sont en juste au corps. Et donc, je m'achète un juste au corps jaune canari.
Et les adolescents appellent ça un moule bite. Le camarade achète un juste au corps blanc. Et elle est en blanc et en jaune canari, dans le studio, au milieu des filles qui sont super à l'aise, qui discutent entre elles, qui voient. Le prof est super, elle voit bien qu'on est des étudiants gnangnans, comme dans la chanson de Renaud, un peu, on suit les cours de danse, on va t'aider. Elle dit allez, arrêtez, sortez un peu. Allez vous cultiver. La danse, c'est une culture. Allez au théâtre de la ville, c'est tout près. Donc, place du Châtelet, hein, théâtre de la ville, Gérard Violette, ça devient, au début des années 80, le temple quasiment mystique de la danse contemporaine émergente, cette nouvelle danse française. Si vous réussissez dans la danse, vous êtes programmé au théâtre de la ville dans les années 80. Et de facto, tous les grands chorégraphes de cette époque émergents, la jeune génération, sont programmés là. Les Galota, les Maggie Marin, les Brumachon, les Régine Chopineau, les Montalot, etc. Vous voyez, ils sont tous programmés dans ce théâtre. Et d'autres aussi étrangers. Donc je me rends au théâtre de la ville. C'est là que je rencontre Caroline. Elle est sur scène, elle est toute en blanc, elle a juste au corps blanc aussi. Elle a des tout petits seins de danseuse. Elle a des gestes elle a des bras immenses. Elle a des jambes magnifiques, elle est seule sur cet immense plateau. Vous voyez, elle respire une espèce de grâce intemporelle. Moi, je suis là avec des yeux grands comme ça, comme dans et puis derrière, au fond de la scène, là où c'est à peine éclairé, il y a un pianiste solitaire qui l'accompagne. Alors elle fait... Elle fait plein de trucs. Moi, je suis littéralement bouleversé, je sors, j'achète le disque. Ça, c'est le morceau de Gardone. À la maison, j'ai jamais pu écouter plus que ça. Aucun des 10 titres. J'ai jamais pu écouter plus que 5-6 secondes. Je suis tellement bouleversé que je sors du théâtre de la vie, je dis mais où sont les coulisses? Alors, il faut faire le tour, passer par les quais de la Seine, il y a une toute petite entrée, une régisseuse. Je rentre, je dis où sont les coulisses? Elle dit monsieur, 5e étage. J'appuie sur l'ascenseur, je monte au 5e étage. Puis là, j'arrive dans la toute petite coulisse de la ville. Et dans le couloir, je vois Caroline Tersen. Alors je lui baise quasiment les pieds. Je lui dis, oh, it was, je bredouille 3 trucs en anglais. Elle me dit, oh, it's so kind. Enfin, voilà. Je vois mon icône. Je vois un truc terrible. Et je repars avec mon disque sous moi. Je vais voir plein d'autres spectacles. Et je me rends compte qu'au début, quand je rentre dans le théâtre, on me met une feuille dans la main. Celle-ci, c'est une feuille de salle du théâtre de la ville. À l'époque, on avait pas mal d'argent, on faisait des 4 pages comme ça, pas 4 pliés. Et on appelle ça donc des feuilles de salle. C'est le début dans l'art contemporain en général, hein, mais dans la danse contemporaine en particulier, où à un moment donné, il faut quand même un peu expliquer au spectateur ce qu'il va voir. C'est pas forcément lui donner envie, hein. C'est lui expliquer, le mettre en garde aussi. Alors il y a toujours une présentation technique, hein, qui fait quoi, puis après il y a des petits textes, soit écrits par des journalistes, soit par des universitaires, soit par les artistes eux-mêmes. Et la feuille de salle, elle est concomitante en France dans les années 80, c'est le moment où commence à apparaître une discipline un peu étrange à l'université, c'est la médiation culturelle. C'est aussi l'époque où commencent à apparaître 2 officines qui font de la gestion du culturel. C'est aussi l'époque, vous savez, enfin non, vous savez peut-être ou pas, mais certains d'entre vous, oui, les camarades de l'ardeur le savent, mais d'autres non, mais c'est l'époque où, comme on parle de gestion du culturel, s'installe en France un mode gestionnaire, avec la culture du mode projet.
Et ces feuilles de salle, elles ont un parti pris assez étrange, c'est-à-dire qu'elles essayent de vous expliquer plusieurs choses. Par exemple, elles essaient de vous expliquer qu'il n'y a rien à comprendre. Si vous êtes désappointé, c'est pas grave, c'est pas si grave, me disent les enfants. Oh, c'est pas si grave. T'as rien compris? Bon, c'est pas grave. Oh, alors, attends, c'est pas parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Mais si vous n'avez rien compris, c'est que l'artiste ne voulait pas forcément exprimer quelque chose de compréhensible. Et que donc, par conséquent, c'est à vous de faire le travail de compréhension, de trouver le message que l'artiste voulait vous délivrer. Vous rentrez à la maison le soir, vous brossez les dents. Ou alors, deuxième chose, les médiateurs culturels, dans les feuilles de salle, essaient de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Carrément, vous dites, bon, vous avez compris que vous ne comprenez pas, vous avez compris que vous n'avez pas les codes, vous avez compris que vous n'avez pas les concepts, vous avez compris que vous n'avez pas le vocabulaire, vous n'avez pas les références esthétiques. Et comme les danseurs sont toujours un peu complexés par leur corps dansant qui ne parle pas les références philosophiques. Dans les feuilles de salle, on voit émerger deux auteurs caractéristiques de la danse. Si vous ne les citez pas, vous êtes vraiment les derniers des derniers. C'est surtout Deleuze, Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze. Le chorégraphe qui ne cite pas Gilles Deleuze, il n'y a rien compris dans les années. Donc il faut citer Gilles Deleuze et éventuellement Félix de Guattari. Si vous citez Deleuze et Guattari, les plus pointus vont citer Derrida. Et puis les plus pointus, comme Anna Teresa de Kirchmacher, citeront Deleuze, Guattari, Derrida et mettront un orchestre qui jouera du Ligeti sur scène. C'est comme Joachim Kuhn, mais en plus contemporain. Alors là, vous comprenez que vous n'avez rien compris, vous n'avez pas les références, et on vous dit, voilà, ce serait bien d'aller chercher quelques références pour vous cultiver, parce que, mesdames et messieurs, vous allez faire même une culture avec un grand C. La culture, c'est la danse avec un grand D. Et cette danse-là, il ne faut pas rigoler avec. Il faut rentrer dedans. Il faut se donner les moyens. Il faut se bouger un tout petit peu. Il faut s'assouplir l'esprit. Voilà, moi je les collectionne, les feuilles de salle, le plus standard. Et un jour, cette fois-ci, c'est à la Maison de la Danse à Lyon. Là aussi, c'est un grand théâtre. Aussi une jauge encore plus grande, la jauge 1100 places. C'est des gradins très impressionnants. Quand vous êtes sur scène, c'est l'impression d'être face à un iceberg, un glacier de spectateurs. Et un jour de 94, je vais voir Mathilde Monnier. Mathilde Monnier, c'est une de ces nouvelles chorégraphes des années 80. Elle deviendra un peu plus tard directrice du Festival international de danse de Montpellier. Et Mathilde Monnier, c'est une femme qui parle bien. Je vais voir son spectacle qui s'appelle Pour Antigone. Et puis le lendemain, comme je suis plein de bonne volonté culturelle, pour rattraper mon retard culturel, je vais à la causerie où Mathilde Monnier cause. Et Mathilde Monnier nous cause abondamment de son spectacle, un peu particulier parce qu'elle a travaillé avec 4 danseurs burkinabés, 3 danseurs et une danseuse, 3 danseurs africains qu'elle a été chercher au Burkina. Voici ce qu'elle dit dans la feuille de salle. Tout petit extrait sur sa création. Hybride, contemporaine. L'Afrique amène à se poser beaucoup de questions d'ordre éthique. Soyons clairs, il n'y aura pas de concession sur la création sous prétexte que la scène réunit 2 mondes différents. Si tel est le cas, ce serait un autre projet. Là, c'est un projet Mathilde Monnier. Je dirige une équipe au service de ces projets-là. Pour travailler la création chorégraphique, j'ai prévu 3 moments. L'un avec les Africains, l'autre avec des danseurs contemporains. Et pour finir, tout le monde ensemble. Je souhaite que se constitue un matériau qui, de la danse africaine à la danse contemporaine, ne soit pas influencé par la danse de l'autre. Bon, si je vous le relisais une deuxième fois, vous verriez que ce texte ne veut absolument rien dire. Et tout le reste, parce que j'ai pris qu'un petit extrait. Ce qui apparaît là, c'est un peu dans son texte, il y a ce côté, on va pêcher des Africains. Alors évidemment, à l'époque, elle le dit très simplement, elle dit, mais comme la artiste, elle dit, je suis en panne d'inspiration. Elle dit, je suis en panne d'inspiration. Et à un moment donné, elle dit, je me suis dit, je vais aller en Afrique, je connais un peu l'Afrique, puis je vais aller voir du côté des danses primitives. Bon, c'est comme ça qu'on dit à l'époque.
aujourd'hui, tu me dis danse primitive, ça passe plus. Et là, c'est écrit. Là, et puis, elle dit simplement, ben voilà, et puis elle revient comme les colons du XIXe siècle, avec des matériaux, une espèce de boue un peu noire, qu'elle transforme en or sur le plateau de la maison de la Danse de Lyon. Monnier, elle fait ça très bien, elle le vend très bien parce qu'elle est jolie, elle est blonde, elle parle bien. Et là, il y a une espèce de télescopage qui se passe parce qu'elle revient d'Afrique. J'ai vu son spectacle, alors j'ai trouvé moi les danseurs contemporains africains, les danseurs contemporains du Burkina, je les ai trouvés assez magnifiques. J'ai passé 2 ans en Afrique, au Congo-Brazzaville, quand j'étais gamin, j'étais un jeune blanc-bec, j'étais là-bas comme plein de jeunes blancs-becs, j'ai passé 2 ans à apprendre le mot à raconter, vous voyez, un truc. Et bon, en revenant, j'ai compris qu'il y avait pas mal de trucs qui clochaient. Mais ce truc-là me met en rogne, le spectacle de Monnier, et là, la colère commence à monter, parce que ça vient télescoper un souvenir de danse de Brazzaville. Alors d'or, ils m'ont cassé les pieds, ils m'ont dit « mais fais-nous une démonstration, la rumba !» Il n'y a rien à démontrer. Il n'y a rien à voir. La rumba, la congolaise, ça se danse dans les dancing à Brazzaville, ça se dansait, mais ça se danse encore en rumba congolaise, c'est Kinshasa, Brazzaville. C'est les 2 rives du fleuve Congo. Dans les dancing en plein air, des dancing assez sombres, souvent très très peu éclairés. Les couples, ça se danse souvent homme-femme. Hein, donc la femme a les mains sur les. Je fasse gaffe à la droite, les mains sur le bas, sur le haut des fesses. Et puis l'homme, pareil, les pieds ne bougent pas, les épaules ne bougent pas, la tête ne bouge pas, rien ne bouge, sauf le bassin tout petit. Les bassins sont collés. Et le morceau, la papado, le tube de 85, 86, 87, le taboulet, ça dure 11 minutes. Et vous faites des petits vides avec le bassin, comme ça, collé. C'est une danse très ordinaire, là-bas, très banale, hein, c'est pas une affaire. Donc moi, je vais dans les dancing, je danse ce machin, je comprends rien. Comme tous les occidentaux, et surtout les mecs, j'ai le bassin frigorifié, donc je fais des trucs comme ça, ça marche pas du tout. Les filles, elles sont sympas, elles regardent ailleurs. Un jour, je ne sais plus avec qui, dans quel contexte, mais c'était l'après-midi, une fille me dit viens danser. Elle met les mains, elle se colle à moi, lance la musique, et là elle bouge, et là soudainement je sens que je plonge dans un bain océanique où je rentre dans. C'est pas que je rentre ni dans son corps ni dans le mien, c'est tout explose. Alors, n'allez pas chercher une espèce d'excitation sexuelle, c'est pas du tout ça, justement. C'est que soudainement, je rentre dans quelque chose de littéralement océanique. Je sens que mon bassin est aspiré, mais tout petit, et rentre en mouvement syncopé, en symbiose totale avec le sien. Voilà, c'est une espèce de transe de basse intensité, vous voyez, d'état modifié de conscience. Une rumba, 10 minutes. Et ça renvoie à cette expérience assez simple des danseurs de bal. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il n'y a pas grand-chose à voir dans les danses de bal. Quand vous allez voir des balles salsa, machin, la première fois, vous dites ouais, c'est super, ils dansent bien, et tout. Puis vous regardez le vidéo, vous dites ouais, bon, c'est sympa. Il y en a beaucoup qui ne savent pas danser. Bon. Et en fait, y a pas la démonstration, c'est pas démonstratif, pas forcément, ça se passe plus à l'intérieur. Et donc cette expérience sensible de la danse, soudainement se télescope avec Mathilde Monnier, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient nous montrer là, alors que
dans ces danses-là, il se passe bien autre chose. Entre-temps, je deviens chercheur en danse et je commence à m'interroger un peu sur, vous voyez, sur cette fragmentation, sur ce dualisme entre ces deux mondes, entre ces pratiques de danse, et puis vraiment sur cette frontière très très étanche entre les deux. Hein. Même s'il y a des passerelles et tout, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce propos disent mais non, il y a plein de zones d'hybridation, il y a plein de zones de partage, il y a plein de zones de récit, il y a plein de lieux de rencontre. Donc je cherche un peu à savoir d'où vient cette ligne de front, cette frontière, ce clivage très très serré, très marqué entre les deux univers. Et je remonte aux années 80. Bon, ça c'est la tarte à la crème, tout le monde le sait, la danse française, la nouvelle danse française, elle est née dans les années 80. 81, Mitterrand, ministre de la Culture, Jack Lang. Et Jack Lang augmente le budget du ministère de l'Agriculture, mais augmente aussi le poste accordé à la danse. Et crée quantité d'infrastructures qui n'existaient pas. Les centres chorégraphiques nationaux, les centres de développement chorégraphique, la loi de 1989 sur l'enseignement de la danse. Et vous voyez, tout ça se structure pour former un système. Et donc encourage ces jeunes créateurs, ces jeunes chorégraphes contemporains. Mais oui, bon, pourquoi pas, la danse devient importante, mais ce qui est intéressant, c'est que cette danse contemporaine, elle est raccordée à toute la danse moderne du XXe siècle, et puis elle vient après la danse classique. Dans les années 70, en fait, en France, et au début des années 80, par le politique, toutes les disciplines artistiques ont été travaillées, ont été manipulées, ont été instrumentalisées. Le théâtre, l'art lyrique, la musique, et puis après, plus tard, la bande dessinée, justement par Jack Lang, la bande dessinée, le graphe, le hip-hop. Mais vous voyez, tous les arts un peu classiques ont été travaillés, donc, mais le 1 n'a pas été, soutenu, et reste un peu comme une danseuse endormie, comme une princesse endormie. C'est la danse contemporaine. Dans les années 70, tous les chorégraphes le disent, la danse, c'est un désert en France. Il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a Lyon, il n'y a rien d'autre. Et donc le génie de Jack Lang, et pas simplement de lui, c'est de se dire, tiens, on a une jeune génération de chorégraphes, ils sont prêts à travailler, on va les financer, et ils vont nous servir. Ils vont nous servir à une chose bien particulière. Et pourquoi est-ce qu'ils vont pouvoir nous servir? Je fais un peu de suspense, hein. Parce qu'en fait, ça c'est la trouvaille d'Eva Illouz, la sociologue, qui vient d'écrire, publier un bouquin récent que je n'ai pas lu, mais qui s'appelle La fin de l'amour. Dans ce livre, Eva Illouz parle des industries scopiques. Les industries scopiques, ce sont des industries qui mobilisent le regard et l'image. Une des vieilles industries scopiques, c'est la mode, fin 19e siècle. Hein, c'est elle, grâce à la chimie et au textile, l'industrie textile combinée à la chimie naissante, qui permet pour les dames et les messieurs, de s'habiller autrement qu'en noir, ou en gris, ou en blanc, en écru. C'est les tissus chatoyants, c'est la mode, qui permet de construire une image de soi, une image de la féminité, de la masculinité ou d'autre chose. Les industries scopiques, c'est la publicité, c'est l'entre-deux-guerres. L'industrie scopique des années 80, c'est la danse. Mais c'est une industrie scopique un peu particulière par rapport à la mode et à la publicité, mais qui va être directement reliée à ça. C'est une industrie scopique où il y a le corps en mouvement. Et ça, c'est pas rien. Il y a aussi ça dans la mode, il y a aussi ça dans la publicité. La publicité, c'est souvent figé, puis c'est bref. Là, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est ça limité. Et ces industries scopiques, on les voit à l'œuvre sous Jack Lang, et puis ensuite, dans la prolongation de cette politique culturelle inaugurée par Jack Lang. On la voit, par exemple, lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution, en 1989. Sur les Champs-Élysées, c'est Jean-Paul Boud, couturier, qui orchestre ce défilé, où il y a des danseurs et des danseuses. En 92, c'est Philippe Découfflé, qui inaugure et qui fait l'inauguration et la clôture des Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Et Découfflé, à l'époque, est assisté par un chorégraphe que personne ne connaît, qui s'appelle Jérôme Bel, qui devient, au début des années 2000, le chef de file de la danse conceptuelle. Il y a aussi de la non-danse. La non-danse, c'est la danse où, moi j'aurais pu faire ça, ce soir je reste assis pendant un quart d'heure, et puis je vous regarde. En général, ça dure plus longtemps qu'un quart d'heure, ça dure 20 minutes, une demi-heure. C'est ce qu'on appelle la non-danse.
Il y a toujours du corps. Alors, c'est de l'industrie scopique où il y a du corps en mouvement. Le corps en mouvement, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses avec l'image du corps en mouvement. Alors, je reviens pas en arrière. Ce que dit Eva Illouz, elle le dit elle n'a pas inventé, il y en a d'autres qui l'ont dit avant elle. Elle dit le capitalisme moderne fabrique des images qui vont influencer nos pulsions et nos désirs. Par exemple, si c'est vous que je veux inviter, c'est pas moi qui veux vous inviter à danser le slow, c'est ma pulsion, mon désir de vous inviter est influencé par l'hypercapitalisme. Vous blaguez, mais Eva Illouz le démontre, hein, enquête à l'appui. Elle parle beaucoup de la sexualité, notamment. Sur la sexualité, là, vous prenez 3 claques la nuque, hein, parce que ça fait un peu mal. Nos mœurs sexuelles, nos pratiques sexuelles, ce ne sont pas mes pratiques sexuelles individuelles, avec mon libre arbitre, avec ma subjectivité, qui fait que j'ai envie de vous inviter. Non, c'est formaté, c'est quadrillé. Le philosophe Félix Guattari et psychanalyste parlait de quadrillage des subjectivités. C'est construit, co-construit par ce que je vois au spectacle de danse. Et qu'est-ce que je vois au spectacle de danse? Je vois des corps qui dansent, mais c'est pas n'importe quoi comme corps. On a parlé de la nouvelle danse française, c'est des corps jeunes. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont pas gros. Les danseuses ont des petits seins. Toutes. Il n'y a pas d'exception à cette époque-là. C'est d'ailleurs un critère, pour les filles à 16 ans le savent bien. Les années 80, quand elles ont une poitrine un peu trop forte, elles savent que autre chose. Des corps jeunes, des corps beaux. Donc c'est tout le jeunisme des années 80 hein, qu'on retrouve sur la scène du théâtre de la ville. C'est un corps jeune, alerte, souple, réactif, en bonne santé, dynamique. Tout ce que réclame l'entreprise contemporaine que le néolibéralisme est en train d'installer en France et en Europe. C'est le corps au service de ce capitalisme-là. Il est complètement à disposition là sur scène. Et on le montre magnifique, comme Caroline Carson, poétiquement engagée. Ce corps, il est jeune, et puis, alors là, c'est le pompon. Il est transgressif. On nous fait croire qu'il est subversif. Et là, c'est tout le mythe de la contre-culture qui nous berce depuis un demi-siècle. On a affaire à une contre-culture. Parce que rendez-vous compte, Caroline Carson, des fois, elle a la bretelle qui tombe sur sa poitrine. Et puis des fois, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Alors, un soir, à la Maison de la Danse à Lyon, je vais voir Bill T. Jones. C'est un chorégraphe américain. Un mec magnifique, souriant, extraordinaire. Hein. J'aime beaucoup Bill T. Jones. Et il est noir, il est homosexuel, il est séropositif. Oh ouais, c'est pas mal. Déjà, ça, vous voyez, dans la feuille de salle, ça pose un homme. Ça pose un chorégraphe. Mais il est super, n'empêche. Bon, ouais. Il a perdu son compagnon qui est mort du sida. Et Bill T. Jones met en scène des magnifiques danseurs et danseuses. Dans il y a un quatuor de 4 danseurs, des super beaux mecs. Ils sont tous habillés d'une petite jupette et puis ils font des sauts comme ça, un quatuor à 4. Puis soudain, moi je suis dans la salle, je suis entouré des 1000 spectateurs. Puis, premier saut, je sens un frisson dans la salle, je sens un truc qui traverse la salle, à droite, à gauche. Et c'est comme si je sentais des paires d'yeux qui faisaient, comme dans les dessins de Gopi, qui sortaient. Et puis je sens les nids qui on regarde le deuxième saut un peu plus attentivement, parce qu'il y a des clarificateurs. En fait, ils ont rien en dessous. On voit leur sexe quand ils sautent. Et là, vous avez tous les grands nombres de spectateurs qui sont hallucinés. Ça dure 4 fois, 5 fois. Magnifique. Un autre spectacle de Rui Horta, un chorégraphe portugais qui travaille là, et lui, il met 4 danseuses de dos comme ça. Elles sont torse nu. Elles sont de dos. Et puis elles font un quatuor que de dos. C'est un vieux truc de la danse contemporaine. Hein. Et puis vous avez un des danseurs qui est sur une chaise d'arbitre et qui à la fois qui parle aux danseuses, allez les filles, dansez, enfin je déblatère des trucs, des boniments, puis il harangue le spectateur. Il dit alors, ah vous aimeriez bien hein, qu'elle se retourne. Il y a toute la salle qui est là, qui a la langue qui pend. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, ça c'est le début des années 80-90, mais après, tout ça, ça apparaît tout nu sur scène, vous voyez, c'est le travail sur la nudité. Hein,
Ça c'est Boris Charmaz dans certaines de ses pièces. Les danseurs sont tout nus, hein, puis ils dansent tout nus. Puis ils sont tout nus, ils dansent tout nus, ils sortent tout nus, ils rentrent tout nus, ils sortent tout nus, c'est terminé, ils sont tout nus. Voilà, si vous voulez vraiment me mettre du frisson, ils n'ont qu'une partie tout nue, soit le bas, soit le haut. Et puis alors, si vous voulez encore ajouter un petit truc un peu du piment, dans une pièce, Charmat, il les met sur des praticables, il y a 3 praticables, 3 interprètes, 2 danseurs, dont lui et une danseuse. Le premier est à 2 mètres, le deuxième est à 4 mètres, le troisième est à 6 mètres. Comme ça, vous les voyez en dessous. Tout nu. Alors, vous voyez, l'industrie scopique, elle a cette vertu simple, mais ce truc très basique que nous connaissons tous, c'est qu'elle émoustille, elle fait frétiller, elle est un peu excitante, elle vient nous prendre un peu là où on ne s'y attend pas, elle nous titille, elle joue sur la nudité, le rapport au corps, le désir, elle joue sur le désir. Et Weilous le dit très bien, l'industrie scopique travaille nos désirs. Nos désirs de quoi? Et pourquoi travailler nos désirs avec une industrie scopique dans les années 80? Alors il y en a un autre qui le fait aussi magnifiquement bien, c'est Georges Frêche, le maire de Montpellier. Alors lui, il a le nez fin, il a le nez creux. Frêche, c'est vraiment le précurseur, c'est un type terrible en politique, mais parce qu'il a ce coup de génie incroyable par rapport à la danse avec un grand D, c'est que fin des années 70, Frêche, Montpellier, c'est une petite bourgade un peu miteuse dans le sud de la France. Quand vous habitez, vous voyez, personne ne sait où est Montpellier. Ça ressemble à rien, Montpellier. Et Frêche en a bien conscience. Il se dit, il faut qu'on parle de Montpellier. Comment parler de Montpellier, une petite ville miteuse du sud de la France? Et il a un coup de génie. Il voit que cette danse apparaît, il voit ces corps jeunes, sexy, plein de six appelis. Et il se dit, il doit prendre son téléphone à l'époque et puis il demande à Dominique Baguet de s'installer à Montpellier. Dominique Baguet, c'est une des figures de la jeune danse française. Lui aussi est homosexuel. Vous voyez, la transgression aussi, c'est ça qui vient un peu titiller le bourgeois. C'est pas des vulgaires hétéros. Vous voyez, à côté, vous voyez, c'est ce travail entre l'esthétique et la morale. Donc, Baguet vient à Montpellier, s'installe. Et Georges Frêche déclare: je veux faire de la création chorégraphique le flambeau culturel de notre vie. Et en fait, Georges Frêche invente un truc très contemporain qu'on connaît pas un peu bien aujourd'hui, c'est le marketing territorial. Il est en train de créer une marque de territoire. Il est en train de marquer au fer rouge Montpellier pour qu'on en parle en France et dans le monde entier. Et quoi de mieux que Dominique Baguet? C'est un jeune mec, super beau, super gracieux, il parle bien aussi, et il fait des pièces complètement novatrices, et où il y a des jeunes interprètes, jeunes, beaux, sexy, qui sont sur scène, avec des vêtements complètement décalés pour l'époque, des petits masques, des petits machins. Puis il y a des titres un peu, vous voyez, un peu loufoques, le désert d'amour, le Crône de Lucien, vous voyez, on est dans la création contemporaine. C'est marrant parce qu'entre Monnier et Frêche, il y a un lien, c'est qu'ensuite Monnier s'installe à Montpellier, et puis à la même époque, un peu avant, fin des années 80, fin des années 70, Frêche fait construire un quartier nouveau à Montpellier qui s'appelle Antigone, par l'architecte Ricardo Bofill. Vous voyez, là aussi, c'est faire des nouveaux quartiers, une nouvelle architecture pour faire penser que la pauvreté va disparaître, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais quel est le lien entre la danse contemporaine et l'économie? Parce que j'ai parlé d'hypercapitalisme et de néolibéralisme. Il n'y a aucun lien. À la même époque, en 82, Jack Lang se rend à Mexico. Il y a une super conférence des ministres de la culture du monde entier, qui est organisée par un grand machin, un ministre, je sais pas. Il est filou, Jack Lang. Il dit, je ne vais pas y aller tout seul. D'abord, il met dans sa poche un petit bout de discours de Mitterrand, qu'il dira à la tribune, ça fait toujours pas mal. Puis 2, il met dans l'autre poche, il dit, bon, c'est la culture, c'est un grand C. Il prend dans son avion, il embarque Simone de Beauvoir, Louis Aragon. Louis Aragon, il meurt la même année, en fin d'année. Il pense à un vieillard. Et Félix Guattari, le philosophe qui parlait de quadrillage des subjectivités, de formatage du désir. Et avec tout ce beau monde, il va à Mexico. Il fait son discours. Un discours incroyable, vous trouvez sur le. Dans ce discours, il dit une chose assez étonnante.
Il dit l'économie et la culture, c'est le même combat, mesdames et messieurs. L'économie et la culture, c'est le même combat. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi. Il décline deux explications. Il dit, petit 1, tout le monde est d'accord, c'est magnifique, enfin, il fallait le dire, il faut se battre contre les multinationales américaines qui nous inondent de blockbusters, de machin. Ouais, tout le monde est d'accord. Deux, il dit une autre chose qui m'est sortie de la tête. Je crois que c'était fait de suspense. Qui va me revenir, mais peut-être pas. Oui, bien sûr. Deux, il dit, c'est par la création culturelle, c'est par la créativité, c'est en plaçant les artistes au centre que nous allons vaincre le chômage. Ah ouais, ça bien marché. C'est grâce à la création culturelle que nous allons vaincre la crise mondiale qui s'annonce. Enfin, je me rappelais 82, c'est la fin des 30 ravageuses, glorieuses. C'est le début de la crise économique, c'est la montée du chômage, tous ces machins. C'est la fin du plein emploi, tous ces trucs, il y a le choc pétrolier. 82, on rentre vraiment dans une période, tous les indicateurs commencent à être au rouge, et on sait que la mondialisation commence à prendre un goût un peu amer. Et donc, la crise qui s'annonce, Jack Lang dit, mais avec la chemise rose, il dit, écoutez, avec ces artistes magnifiques, nous allons vaincre le chômage. C'est aussi l'époque en 82 où dans le nord de la France, les bassins miniers ferment, les industries textiles ferment, la sidérurgie dans l'est de la France, tout le tissu industriel lourd, avec beaucoup d'emplois, s'effondre. C'est ça la crise qui vient. Voilà le lien entre les deux en fait. C'est-à-dire que dans les années 80, ça c'est la thèse de Dardot de Alain Dardot et Pierre Laval dans un livre qui s'appelle La nouvelle raison du monde. Dans La nouvelle raison du monde, Dardot et Laval disent ceci, ils écrivent littéralement, ils disent le pouvoir socialiste s'emploie à critiquer tout haut ce qu'il met en place tout bas. C'est un peu l'inverse d'aujourd'hui, mais ça marche bien à l'époque. Il s'emploie à critiquer tout haut, c'est-à-dire l'évolution vers le néolibéralisme, ce qu'il met en place tout bas, à savoir, il met en place toutes les structures néolibérales dans le code du travail, à travers les premières privatisations, à travers la réorganisation des rapports entre les salariés et les syndicats, etc. Il met tout en place à bas bruit, et pendant ce temps, il dit que non, il faut avoir l'esprit créatif, il faut avoir l'esprit innovant, il faut rester jeune. La crise, elle est en vous, dit Jack Lang à Mexico. Elle est en nous, la crise. C'est à nous de changer de mentalité. Et on voit bien comment ça fait écho dans les années 80, ce que raconte aussi Dardot et Laval, à un nouveau credo qui s'installe, c'est-à-dire le néolibéralisme, dit Dardot et Laval, c'est une chose principale, c'est la mise en concurrence de tout avec tous, de toutes et tous. C'est la mise en concurrence de tout, la mise en concurrence de chacun d'entre nous avec son voisin. Le libéralisme est fondé sur cette concurrence extraordinaire qui envahit toutes nos vies et que vous connaissez à travers la déclinaison du mode projet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de projet, c'est la fin des haricots. Si vous parlez avec n'importe qui dans n'importe quel domaine professionnel, il faut qu'il y ait des projets. Il y a des projets, le mode projet, le mode gestionnaire, il faut avoir des projets de vacances, des projets de conférences gesticulées. Et ce mode gestionnaire, il envahit toutes nos vies, et pour qu'il envahisse toutes nos vies dans la joie et la bonne humeur, les artistes contemporains, la danse contemporaine, sont là. Ils sont là pour montrer des jeunes, des corps jeunes, alertes, à moitié nus. Ça va? Ouais. Enfin, j'ai un petit blanc, là, Bon, super.
Vous avez reconnu un tango. Voilà, j'espère. Et là, le chanteur dit. Antes de dar este paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder, piénsalo bien. Il dit réfléchis bien avant de faire ce pas, parce que peut-être que demain, lorsque tu auras fait ce pas, il sera trop tard. C'est ce qui se passe avec le néolibéralisme dans les années 80. Le pas est franchi allègrement, en musique, avec l'or rouge des théâtres, avec la nudité des danseurs, avec ces jolis corps qui s'ébrouent, mais le pas est franchi. Et en tango, cette musique, elle nous inspire beaucoup parce qu'il est question de pas. Moi, dans les années 80, je fais aussi un pas, c'est-à-dire que je deviens danseur de tango. Et le tango rentre dans ma vie. Alors c'est très ordinaire, hein. Certains sont danseurs de tango ici, ça veut dire quoi le tango rentre dans ma vie? Ça veut dire tout ce qu'on imagine. Ça veut dire ce qu'on imagine bien, c'est-à-dire je vais beaucoup danser, je suis des stages, je deviens danseur professionnel, je vis du tango, je fais tout ça, mon métier consiste à prendre des femmes dans mes bras, vous voyez, c'est tous les trucs qu'on peut imaginer, ça c'est assez basique. Mais surtout, c'est que en fait ma vie entière se structure autour du tango. J'organise tout autour de ça. Et puis, mais un peu plus loin que ça, en fait, quand j'examine bien, si je suis ce soir ici aujourd'hui avec vous, c'est que parce que la conférence de Gardner, c'est le tango l'origine. Vous voyez, ça mène à l'anticapitalisme, en fait. C'est-à-dire que toutes mes rencontres amoureuses, tous mes parcours professionnels, toute ma vision du monde a été traversée par cette danse. Ma fille est une fille du tango, comme beaucoup d'autres couples qui sont des enfants du tango. Alors ça, c'est la partie visible, mais il y a encore une autre partie encore invisible qui rejoint la rumba congolaise de tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette danse, c'est pour ça que là, on pourrait même danser à deux, mais il faut avoir un peu le regard, puis il faut que ça se passe, mais dans cette danse, mais comme dans toutes les danses de bal, ces danses populaires, ces danses de rien, ces danses invisibles, il se produit un truc un peu particulier, parfois, cet état de grâce que je racontais tout à l'heure, cet état que certains, un philosophe qui s'appelle François Flahault, désigne sous le terme de sentiment d'exister. Il a écrit un bouquin magnifique, le sentiment d'exister, ce soi qui ne va pas de soi. Soudainement, nous touchons à nous-mêmes et ça ne va pas du tout de soi dans cette danse. Il se produit comme ça une espèce de toute petite efflorescence, parfois, qui grandit puis qui irradie 6 mois d'existence. C'est ce que j'appelle une transe de basse intensité, un état modifié de conscience. Alors pourquoi est-ce que ça se produit? Ça se produit dans toutes ces danses aussi parce qu'il est question de toucher. Ça c'est le grand complexe des danseurs contemporains. Ils ont du mal à se toucher. Ils ont un mal, le chien. Ils font des portées, des machins, des trucs, tout ça. Mais ils ne se touchent pas dans la durée. Dans ces danses populaires, on se touche dans la durée. Ça, c'est réellement quelque chose de pas du tout ordinaire. On se touche, puis on se frotte, on se colle, on se transpire l'un sur l'autre. Vous voyez, on s'étreint, on s'embrasse, on se prend à bras-le-corps, on se découvre, on se recouvre, il y a quelque chose de très très puissant, mais qui fait partie des codes de ces danses. Mais jusque dans les danses en Bretagne, dans les danses bretonnes, l'andro, j'étais un soir, l'andro, les gens sont là, les jeunes et vieux, ils ferment les yeux, puis on les sent rentrer dans un truc super, on se dit putain, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Super, ils font des tout petits pas de rien du tout, des petits machins. Ils sont tous comme invités par une espèce de grâce. Et cette grâce, en fait, elle vient du fait que, même par le bout des doigts, c'est un truc. Je touche l'autre et il me touche. Et en même temps, je touche et je suis touché. Sacré bordel, hein? À l'intérieur, ça brasse, vous voyez, les neurones, ils n'arrivent plus à s'accorder. Ils disent, oh là là, je ressens ça. Puis, en même temps,
il y a le mouvement en plus. Et puis dans ces danses de bal, vous êtes alors soit en ligne, soit en cercle, soit en jerk au sol, en train de se regarder, soit en couple. Mais dans tous les cas, vous faites société, vous faites communauté. Voyez, vous rentrez au bal, et il y a une alchimie ou non qui se produit, mais qui est liée à l'énergie partagée du groupe. C'est-à-dire que par exemple, les 4 danseurs que j'évoquais tout à l'heure de Mitty Jones et Alberta, on va retrouver cette ambiance de synchronisation éphémère et spontanée dans le bal. Et ça, tous les danseurs en parlent. Et ça se produit tous les 6 mois, des fois une fois par an. Et ça anime des existences entières. C'est un sentiment d'exister qui pousse les gens à aller le retrouver. Et des fois, ils mettent des mois et des mois et des mois. Alors c'est cruel, hein, ça s'appelle douloureux. À Buenos Aires, où les gens du tango font leur pèlerinage, j'ai rencontré une coach tango. Son métier, c'était d'accueillir les gens dans les chambres d'hôtes, comme ici, comme chez les loutres. Mais son métier, c'était de les emmener au bal, mais surtout son métier, c'était de sortir les Kleenex après le bal. Les gens venaient effondrés, pleurer toute la nuit, parce qu'ils avaient fait le cul carré sur la chaise. S'ils avaient fait 15 000 km, ils n'avaient pas dansé. Voilà, ça s'était mal passé. Donc il y a une espèce de le sentiment d'exister ne va pas de soi. Hein. Ce soi qui ne va pas de soi parce qu'il faut aller le pêcher. C'est une vraie quête existentielle. Donc dans mon devenir tango, c'est ce que je rencontre. Et étant devenu chercheur en danse, je commence à pointer un peu partout parce que je me dis, mais il y a quand même toujours ce truc qui est là. Moi, je suis plutôt par là, mais j'ai été aussi par là un moment. Et puis, je me dis, il y a vraiment un truc. Alors, je cherche partout dans les événements autour de moi ce qui peut raconter ce clivage, ce va-et-vient et ce ballottement entre les deux, mais ce qui fait que je penche de plus en plus par là. En 2019, à Marseille, où j'habite, il y a un musée d'État qui s'appelle le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, un grand musée. Et tiens, super, ils organisent une exposition sur la danse. C'est un musée de civilisation, c'est l'héritier du musée des arts et traditions populaires de Paris, hein, musée de civilisation, donc ça n'est pas un musée des beaux-arts, le MUCEM, c'est un musée de civilisation. Nous, en anthropologie, quand on parle civilisation, on parle anthropologie. On ne parle pas esthétique, on ne parle pas beaux-arts. Donc je dis chouette. On va parler des danses que je connais un peu, je vais être en terre inconnue, c'est sympa, c'est chouette, hein, il n'y a pas beaucoup d'expos sur la danse, les danses populaires. Alors je vais à la rencontre un peu inaugurale avant l'exposition, il y a une soirée, j'y vais, grand auditorium, tout en noir, je me place et puis plein d'autres là, et puis je vois sur le podium, il y a la commissaire d'exposition, il y a une journaliste qui fait l'animation, et puis tiens, je vois Boris Charmat. Ah, tiens, alors, qu'est-ce qu'il fait là? Boris Charmat, c'est un chorégraphe français, jeune, qui a 45 ans, qui est très connu, très renommé, dans le monde entier. Charmat, c'est un peu la jet set de la chorégraphie. Il dit, j'arrête pas de prendre l'avion, j'arrête pas de travailler, là, invité en résidence, là, en création, là, en interview, là, en machin. C'est quelqu'un qui sillonne le monde. Hein. Charmat, c'est the star de la danse française. C'est le big boss. Hein. Puis il est beau, Charmat, c'est vrai, il faut dire ce qu'il est, c'est un beau mec, il est bien membré, c'est un beau boss. Il avait des parents profs, alors il parle super bien, un peu comme Mathilde. Il est à l'aise, il ferait un super conférencier gesticulé, sauf que ils n'ont pas voulu le prendre. Voilà. Et alors Charmat, il est invité au MUCEM. Enfin, je dis, mais il y a un truc qui cloche, on est dans une exposition, parce que je suis censé être sur les danses de civilisation. C'est l'invité d'honneur pour présenter l'exposition. Oui, pourquoi lui? Et puis alors, ils ont créé un truc muséal, muséographique assez finot au MUCEM. Ils ont préparé des séances de chauffe. Séances de chauffe, c'est des séances d'échauffement. C'est animé par 2 danseurs. C'est gratuit avant d'aller voir l'expo. Vous avez le droit de vous échauffer. C'est chouette, hein? S'échauffer, vous étirer, ou je sais pas quoi, c'est très quoi. Mettre au sol, éventuellement vous masser. Oui, c'est ce qu'on fait, enfin ce que je fais moi
fait ça dans des coups, on s'étire, on s'échauffe, on se palpe, on se masse, on prend connaissance du corps de l'autre et on se touche. Mais là, c'est animé par des danseurs contemporains. En binôme. Un danseur de la compagnie de Charmat, un danseur d'une compagnie de la région. Bon, je me dis, moi je pose la question, mais pourquoi vos séances de chauffe, je prends la parole, pourquoi elles ne sont pas animées par des danseurs trad, par exemple? Pourquoi pas des danseurs de mazurka? Pourquoi pas des danseurs de lindy hop? Pourquoi pas des danseurs de bourrée? Pourquoi pas des danseurs de salsa, de tango, de foxtrot, de valse? Pourquoi ils ne savent pas, eux? Alors, c'est vrai, ce savoir, ils ont accumulé un tel savoir, et puis ils mettent une telle espèce de vérité sur la danse qu'ils sont très experts pour ces choses-là, les danseurs contemporains. C'est vrai, mais nous, on est experts dans d'autres choses. Nous, sentiment d'exister, on sait ce que c'est. Eux, c'est leur grand truc. Ils bavent, ils disent, oh, ils ont l'air de s'amuser, on les balle, puis ils improvisent, et puis surtout, ils sont ensemble, eux, ils sont coupés du public. Donc, j'ai dit, pourquoi? Eh bien, en fait, parce que voilà, c'est tout, il n'y a pas d'explication. Les danses de la musique de civilisation présentent des danses qui ne sont pas des danses de civilisation. Sur les 6 heures d'exposition, qui consistent en des projections de films en continu, j'ai fait un comptage, il y a 3 à 4% de films qui parlent des danses populaires. La majorité parle des danses soit rituelles, soit contemporaines, soit de l'histoire de la danse moderne. Et on n'est pas dans un musée des beaux-arts. Du côté des danses contemporaines, c'est la légitimité, c'est la danse des maîtres, c'est la danse des dominants, c'est la danse qui a la loi pour elle, c'est la danse qui a tous les honneurs, c'est la danse qui est valorisée, qui est médiatisée, c'est la danse dont on parle, c'est la danse qu'on fait carrière, c'est la danse de répertoire, c'est une danse où il y a des œuvres artistiques, c'est une danse où il y a de la création. Vous êtes un créateur ici. Vous êtes quelqu'un dans un dîner mondain quand vous dites... D'ailleurs, les chorégraphes ne se disent plus chorégraphes, ils se disent concepteurs. Caroline, sur son site, ne se dit plus chorégraphe, elle se dit artiste visuel. Vous êtes quelqu'un de cette... Voilà, vous êtes dans cette catégorie-là. Vous avez toute la légitimité. Et ici, vous êtes face à des danses invisibles, des danses dévalorisées, des danses subalternes, des danses qui sont du divertissement. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de création, il n'y a pas de répertoire, il n'y a pas de carrière professionnelle, il n'y a pas de vocation professionnelle. Ce sont des danses de gens de peu, des danses ordinaires, des danses accessibles. Ici, vous devez vous échauffer à 40 ans, vous êtes has-been, 40 ans, sauf dans une compagnie néerlandaise, si en 40 ans vous êtes à la retraite, vous préparez vos plans de reconversion à 40 ans, et 38 ans. Ici, vous pouvez danser de très jeune à très vieux. Ici, c'est embêtant si vous avez un corps un peu en surcharge pondérale, et si vous avez une forte poitrine, c'est un peu problématique quand même. Ici, ça peut l'être aussi, c'est vrai, mais c'est possible. Ces danses-là, elles ne valent pas grand-chose. Elles ne valent pas grand-chose. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non. Je me souviens plus. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait trop d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ça pourrait être une Ce java. dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. C'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus de la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il est... Si l'accordéoniste du bal populaire se tait et est rendu invisible, et les gravats dont il est question, aujourd'hui c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les gravats de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la fin de la nuit, c'est pas la fin de la soirée. Aujourd'hui, les gravats dont il est question, c'est le désastre contemporain. C'est le désastre du néolibéralisme. C'est ce système hypercapitaliste qui crée souffrance, spoliation, appropriation des richesses par un tout petit nombre, qui profite à un tout petit nombre. Ce désastre, c'est plusieurs auteurs en parlent, des auteurs contemporains. C'est par exemple Jean-Paul Curnier, le philosophe arlésien, qui fait une philosophie du désastre contemporain lié au néolibéralisme. C'est Isabelle Steiger, cette philosophe belge, qui parle très littéralement du désastre contemporain, des ruines contemporaines dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Donc l'accordéoniste, lorsqu'il arrête de jouer, aujourd'hui, parce qu'il est complètement anéanti par les feux de la rampe, par les feux des théâtres qui éclairent simplement cette scène-là, c'est parce que cette scène-là a servi, ce néolibéralisme a permis de s'installer dans les années 80. Cette danse-là était un instrument des politiques culturelles, mais des politiques culturelles qui ont manipulé ces pratiques pour en faire des choses qui nous ont fait rêver, pour oublier que ce système hypercapitaliste s'installait dans tous les aspects de nos vies, dans la sphère intime, dans la sphère privée, dans nos voyages, partout. Donc, je préfère nettement à ces danses prestigieuses. Je préfère les danses des gens ordinaires, les danses des gens de peu, les danses accessibles, les danses simples des gens simples. T'es redevenu tout triste, ce petit bar qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière, avec eux dans la rue. Alors avait la fête, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
merci à Thierry pour la régie. À Thierry, Katia et Franck pour la formation, puis à mes camarades néo-gesticulants, bébé-gesticulants.